fait, parce que j'ai été beaucoup sensibilisée en fait, dans mon parcours à l'accompagnement des aidants. C'est quelque chose qui, à mon sens, en fait, est vraiment très important parce qu'on sait que dans le virage actuel, avec le manque de lits d'hospitalisation, on compte énormément sur le maintien à domicile des patients. Et donc, en fait, les aidants, ils ont un rôle très important puisqu'ils ont un rôle de soignant informel, pour ainsi dire. Et en fait, on n'est peut-être pas suffisamment à leur écoute et on leur propose peut-être pas suffisamment, en tout cas, de temps de formation et d'accompagnement pédagogique pour les aider à accomplir ce rôle au mieux. En tout cas, il y a eu énormément d'études dans la littérature, que ce soit nationales et internationales, en fait, qui se sont penchées sur les besoins des aidants, que ce soit en contexte palliatif ou dans d'autres contextes, puisque les aidants ils sont importants à tous les niveaux du parcours de soins. Moi, j'ai choisi ce contexte-là précisément parce que je travaille en soins palliatifs. Mais en tout cas, voilà, il y a eu beaucoup d'études qui se sont penchées sur les besoins des aidants, mais ensuite, qu'est-ce qu'on propose de manière concrète, en fait, pour essayer de les accompagner ? Donc T1 en fait, consistait à proposer la séquence d'éducation thérapeutique, et ensuite il y avait un T2 à J21, en fait, 3 semaines plus tard, où du coup je les revoyais en entretien pour explorer les effets en fait, que cette séquence d'éducation thérapeutique avait pu avoir sur l'accompagnement en fait, à domicile. Donc pour créer cette séquence d'éducation thérapeutique, je me suis basée sur 2 théories. La première théorie étant celle de Bandura, et particulièrement en fait, le sentiment d'efficacité personnelle. Et je me suis basée aussi sur la théorie de la transition, la théorie de Mélès, qui est très intéressante en fait, surtout dans l'activité infirmière. En fait, c'est une théorie intermédiaire qui permet en fait, de poser un cadre pédagogique, un cadre en fait, théorique sur notre pratique de soins, et peut-être aussi mieux comprendre du coup, ce qu'on apporte, que ce soit aux patients mais aussi aux aidants. Et donc particulièrement la transition identitaire sur le rôle de l'aidant. Donc en fait, en première activité, il y avait donc un blason de développement personnel qui permettait de développer les compétences psychosociales, savoir communiquer le rôle de l'aidant, avec un objectif pédagogique, donc, comme vous le voyez, qui consiste à se définir en tant qu'aidant, et expliquer le rôle de l'aidant. En fait, c'est une forme de métacognition, parce que finalement, on part des savoirs expérientiels, ils savent déjà beaucoup de choses, en fait, ils ont leur propre représentation, et du coup, c'est travailler à partir de ça, et en fait les aider à avoir une métacognition sur leur rôle et prendre du recul par rapport à ça, et il en ressortait des choses quand même assez intéressantes. La deuxième activité, c'était communiquer avec l'entourage et les professionnels de santé pour savoir communiquer efficacement. Et donc là, en fait, je leur demandais de créer en fait, leur propre outil où en fait ils se mettaient en animation sur le papier avec le proche aidant, et de voir en fait quel était tout l'étayage familial, institutionnel, amical qu'il y avait autour d'eux et qui pouvait être des ressources, et se dire que peut-être à un moment donné, ils n'étaient pas forcément tout seuls dans l'accompagnement et qu'ils pouvaient s'appuyer sur des personnes proches, sur de l'institution, vraiment pour avoir une aide au quotidien. Et donc ça aussi, c'est pareil en fait, ça permet de prendre du recul sur les choses, et il y avait eu des retours intéressants de personnes qui me disaient donc après J21, mais en fait je me rendais pas compte que j'étais autant accompagnée, et finalement je vais peut-être pouvoir prendre un peu plus de temps pour moi. Et donc la troisième partie, donc recourir à bon escient pour mon proche, et donc ça c'est pour savoir faire et savoir communiquer efficacement. Donc là en fait je leur demandais d'identifier les situations qui étaient vraiment difficiles pour eux en fait à domicile, ou les symptômes qui étaient vraiment plus complexe à gérer, et ensuite là en fait on faisait un lien avec l'étape 2 pour repérer en fait quelles étaient les ressources à disposition pour essayer de faire face. Voilà, et donc pour conclure, c'est une conclusion assez brève proposée ici, mais donc en fait il y a eu un accueil positif pour tous les participants, mais bien que en fait, la question sur comment on le met en œuvre, à quel moment du parcours exactement, de quelle manière, et puis on a pu le voir aussi hier avec Marie-Claire Meux de l'ARS, c'est encore la question du comment on intègre en fait les aidants dans les programmes de TP est encore à creuser. Ce n'est pas encore défini, mais je sais que c'est quelque chose avec mes collègues de l'UTEP auquel on va s'atteler quand même pour essayer de trouver des réponses et des solutions. Je vais vous parler d'un programme qu'on essaye de mettre en place donc à l'Institut, et notamment du rôle des patients partenaires dans le suivi au risque en oncogénétique. Donc pour contextualiser un petit peu, il faut savoir que l'INCa a mis en place un dispositif, donc il y a pas mal d'années, national d'oncogénétique, qui s'organise avec 145 sites de consultation répartis dans 101 villes différentes, sur l'ensemble du territoire, que ce soit France métropolitaine ou département d'outre-mer.
Et donc ces consultations sont adossées à des laboratoires, il y en a 25 en tout, répartis en France, qui permettent de réaliser les analyses génétiques qui sont prescrites lors des consultations de génétique. Et donc ces laboratoires et ce dispositif a pour but d'identifier les personnes prédisposées génétiquement au cancer, que ce soit des personnes malades, donc qui ont présenté un cancer, donc qu'on appellera des cas index, mais également tous les membres de leur famille qui sont potentiellement en très bonne santé, qui n'ont jamais présenté de cancer, mais qui sont susceptibles d'en présenter un. Et donc ce sera ce qu'on appelle des apparentés. Donc l'INCa s'est dit, bon ben voilà, on les a identifiées, ces personnes, mais maintenant qu'elles sont faites, donc ils ont décidé de soutenir la mise en place de 17 programmes régionaux et interrégionaux de suivi, dont le but est de proposer une prise en charge personnalisée et multidisciplinaire pour l'ensemble de ces personnes prédisposées au cancer, qui ont été identifiées bien sûr par le dispositif national d'oncogénétique. Donc les objectifs de ces dispositifs, c'est de mettre en place un suivi individualisé avec le recensement des files actives, qui est quand même important, et d'élaborer un programme personnalisé de suivi. Donc je donne l'exemple du syndrome sein ovaire, avec les gènes BRCA1, BRCA2. Quand il y a une anomalie génétique, les recommandations de surveillance, c'est pour toutes les femmes de réaliser une mammographie, plus ou moins une échographie et une IRM mammaire tous les ans, entre l'âge de 30 ans et 65 ans. Après 65 ans, il est recommandé de faire une mammographie, plus ou moins une échographie mammaire annuelle, le plus tard possible. Et il y a également un risque ovarien, donc il y a une prise en charge ovarienne. Alors malheureusement, il n'y a pas de surveillance qui soit suffisamment fiable. Donc les recommandations, c'est de faire une annexectomie, donc une chirurgie préventive, aux alentours de 40-45 ans. Et il faut savoir, à noter également que, en plus, chaque patient a l'option de choisir soit la surveillance, soit une chirurgie mammaire préventive pour diminuer très fortement les risques de cancer du sein. Et donc les ambitions de notre nouveau projet, c'est d'intégrer un dispositif d'éducation thérapeutique en dépistage et en prévention, puisque c'est le rôle de l'oncogénétique, c'est de faire la prévention, de mettre à disposition et de structurer l'information, de s'appuyer sur donc, les outils informatiques, notamment pour la planification des rendez-vous, puisqu'il faut planifier des rendez-vous tous les ans ou tous les 2 ans, et mettre en place donc, des entretiens individuels et ou collectifs donc, soit en présentiel, soit en visioconférence. Et donc le déroulé de notre programme de TP, ce qu'on aimerait faire, c'est pour que les patients puissent se familiariser et s'approprier leurs examens, donc l'intérêt, le but, le rythme également, de discuter des résultats possibles des examens pour savoir à quel moment ils doivent nous tenir informés, de donner des moyens de prévention liés aux pathologies, puisque selon les gènes impliqués, en fait, ce n'est pas les mêmes préventions qui sont recommandées, et de mettre en place différents ateliers prévention psychosociale, et notamment avec l'aide des patients partenaires. Et donc les perspectives, c'est que notre programme il peut fonctionner seulement grâce à l'autonomisation des patients, justement grâce à l'éducation thérapeutique et aux patients partenaires notamment. Donc ça s'inscrit notamment dans l'axe démocratie sanitaire, qui est un pilier majeur des différents projets d'établissement de notre institut. Donc ça rentre tout à fait là-dedans. Et il faut savoir qu'en oncogénétique, il y a beaucoup d'associations de patients, notamment Génétique Cancer, qui est une association relativement proactive, et qui ont déjà mis en place des ambassadrices au niveau national, dont le rôle justement est d'aider les personnes prédisposées à répondre à certaines questions. Donc le but, c'est notamment que ces ambassadrices pourraient vraiment être un support pour la mise en place de notre projet et également pour l'amélioration de notre projet qui, on l'espère, pourrait démarrer au 2e semestre 2022. C'est un essai clinique, enfin, essai clinique c'est l'ancien terme, c'est une recherche interventionnelle à risque minime chez les patients qui va
employer une intervention qui s'appelle l'éducation thérapeutique. Malheureusement, on est obligé de passer par des essais cliniques, par des recherches formatées pour prouver que l'éducation thérapeutique peut apporter quelque chose aux patients, alors qu'on le sait tous que l'éducation thérapeutique, ça sert. Mais les instances nous demandent toujours de prouver que ce qu'on fait, ça sert. Donc la seule manière, c'est de passer par des études randomisées, des questionnaires d'évaluation validés ou pas validés. Donc on a toujours l'impression de refaire la même chose. Néanmoins, là, on regarde vers l'avant et les éditos s'adressent à des patients qui vont être traités par immunothérapie. Donc on en a déjà parlé, l'immunothérapie, c'est une révolution. Le mode d'action de l'immunothérapie est complètement différent de celui de la chimiothérapie, et donc les toxicités sont différentes. Différentes au point que les patients entendent « j'ai pas de chimio, donc j'aurai pas de tox ». Alors, on ne sait pas si l'oncologue dit vous aurez de l'immunothérapie, donc vous aurez moins de possibilités de tox qu'avec une chimiothérapie, ou s'ils n'entendent que pas de tox. Néanmoins, les toxicités existent, notamment quand il y a une association d'une double immunothérapie. Les essais cliniques qui ont été faits pour développer ces molécules ont montré des morts, des décès. Ça continue, donc on peut prévenir éventuellement ces toxicités létales en éduquant les patients. On peut imaginer, c'est l'hypothèse qu'on a faite dans ce protocole, que le patient informé, le patient sensibilisé, le patient éduqué va parler de ce signe, parce que pour lui, ce n'est pas une étiquette tox, c'est un signe, des petits boutons sur la peau, un petit essoufflement qui, en temps normal, serait passé complètement inaperçu. Là, on sensibilise le patient à tout nouveau signe, ça peut être une tox, donc il faut nous en parler parce que quelque part, on pourrait faire quelque chose. Donc, EDITO, c'est une étude randomisée en multicentrique. 14 centres en France participent, des centres de lutte, des hôpitaux périphériques, l'Institut Curie, le centre Léon Bérard à Lyon, et j'en oublie sûrement, excusez-moi, qui doit inclure 411 patients dans une étude qui a 2 bras. Un bras avec éducation thérapeutique, et un bras sans éducation thérapeutique. Et afin de pouvoir faire bénéficier un maximum de patients d'éducation thérapeutique, on a fait une randomisation qu'on dit déséquilibrée. On met 2 fois plus de patients dans le bras éducation thérapeutique et un tiers seulement de patients dans le bras pas éducation thérapeutique. Donc EDITO s'appuie sur un programme d'éducation thérapeutique standardisé qui a été développé par l'Institut Curie avec le partenariat d'un laboratoire, développé dans le cancer du poumon, avec aussi l'hôpital, le professeur Léna à Rennes, développé dans le cancer du poumon. Et nous, on s'est emparé de cette mallette qu'on a adaptée au mélanome, au cancer du rein, à la vessie, au cancer ORL, afin de balayer toutes les pathologies des patients, toutes les localisations qui peuvent recevoir l'immunothérapie. Le poster concerne 238 patients. Alors, c'est une analyse préliminaire, parce qu'on n'a pas le droit de faire des comparaisons à ce stade de l'étude, parce qu'on n'a pas atteint le nombre de sujets. C'est une étude qui a remporté un vrai succès pendant le Covid, où les patients étaient isolés, comme le TP distanciel, le fait d'accompagner les patients. Alors là, on fait de l'individuel, du fait du Covid aussi. Donc les ateliers collectifs qu'on avait anticipés, qu'on avait imaginés au départ, on est un peu frustrés, mais peut-être qu'on y arrivera un jour. On se base sur un programme standardisé d'éducation thérapeutique parce que souvent, on nous reproche que l'éducation thérapeutique, c'est pas standardisé. Chacun fait comme il le veut, chacun s'adapte aux patients. C'est la définition de l'éducation thérapeutique. Et pour faire une évaluation avec nos critères robustes de recherche clinique, c'est toujours difficile. Donc, faire du qualitatif en éducation thérapeutique, c'est la voie d'avenir, mais tout le monde ne peut pas le faire parce que c'est compliqué, c'est long.